Michel, pour l'action que porte Procitec sur le terrain, ces travaux, ces matières, comment vous pouvez-vous les approprier, vous, dans votre travail de mémoire, on présenterait un peu mieux Procitec après, avec les 140 lieux que vous animez? On est complètement dans cette notion de mémoire, c'est-à-dire notre approche, en effet, ce sont les musées et collections des Hauts-de-France autour de la mémoire des métiers. Donc ces musées, on en citera peut-être quelques-uns, mais autour de tous les domaines économiques, agroalimentaires, textiles, santé, transport, etc. On est une terre d'industrie, donc il y a beaucoup de musées. On est quand même la région la plus haute densité de musées. Je ne parle pas beaux-arts, mais musées plutôt techniques. Et on verra sans doute que cette mémoire, en effet, elle est à la porte de l'innovation. On a écrit il y a quelques années un livre blanc. En fait, le titre, je pense, résume un peu l'ensemble. Histoire d'innover. Histoire, le patrimoine qu'on a chez Maud Cordonnier, chez toutes les entreprises, petites et grandes, et innover, en effet, l'histoire pour l'innovation. C'est vraiment la porte, j'allais dire, on en reparlera, mais la porte de sortie aussi de beaucoup de ces musées. 2-3 exemples tout de suite. Et pourquoi appelle-t-on ces lieux des musées ? Alors, j'ai 3 heures pour la définition de musée. On comprend tout de suite ce qu'est un musée, c'est-à-dire un lieu où on va conserver. Ok, mais c'est un lieu où on va surtout, et demain encore plus, dans cette notion de musée de demain, on va valoriser. Et comment, en effet, pouvoir éclairer autrement, pas au premier sens du terme, mais éclairer autrement tout ce patrimoine ancien. Et en tant que conservateur, je vais dire volontairement ces vieux trucs, que ce soit dans la télécommunication, etc. Comment mettre ces objets, ce patrimoine collecté, au service de la société, de l'entreprise, des grands enjeux d'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Musée de la céramique à Dèvres. Dèvres, dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, tradition de céramique. Il y a encore quelques manufactures de céramique. Et il y a un musée qui a été créé il y a 60 ans, je crois, par les manufacturiers. Une volonté déjà de préserver. En 2009, la directrice, en fait, a réuni, invité, dans le cadre d'un concours national et international, je crois, des jeunes designers qui ont plongé dans les collections, bien sûr, du musée, où ils ont découvert des formes, des motifs, etc., toute l'histoire de la céramique, et ils ont créé des objets design, fabriqués par un manufacturier de Dèvres. Et donc, ça a permis à cette manufacture, qui ne connaissait d'ailleurs pas du tout le fond du musée, de redécouvrir finalement, enfin de découvrir plus exactement d'où il venait, avec voilà, des objets qui avaient un souvenir de forme. Donc cette notion en effet de patrimoine pour l'innovation, elle est, voilà, j'aurais plein d'autres exemples dans le textile, c'est QFD, etc. Très bien. Alors, François Miquet-Marty, avec le groupe les Temps Nouveaux, vous travaillez sur les articulations entre les grandes tendances de la société et l'entreprise. Il n'y a pas un patron, une patronne que je rencontre qui ne me dit pas « moi j'ai besoin de redonner du sens à mon boulot et à partager avec mes collaborateurs et l'ensemble de mes parties prenantes d'ailleurs, les actionnaires, y compris les actionnaires. J'ai besoin de lien social, c'est indispensable à ma performance. » Alors, quelles sont vos recommandations sur ce sujet-là et comment utiliser au mieux la mémoire de l'entreprise qu'on a définie à la première partie pour faire vivre le sens et le lien social dans l'entreprise? Merci beaucoup. Alors moi aussi j'ai 3 heures je crois pour... Bonjour à toutes et à tous. Et puis je voudrais remercier, parce que cette matinée est passionnante, donc je voudrais remercier l'Observatoire B2V des mémoires, Isabelle Pécou, Anne Kiefer, parce que ces sujets sont fondamentaux. Peut-être d'un mot, alors en effet, moi je travaille pas mal sur des récits d'entreprise, des parcours et des stratégies d'entreprise, et puis comment ça s'harmonise avec la vie des gens. Donc on va voir les gens chez eux, on fait des forums en ligne où les gens racontent leur vie. Puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Secrets de croissance, qui donne quelques synthèses de tout ça.
Sur votre question qui est, je pense, fondamentale et qui est au cœur de tout ça, j'ai l'impression, à travers les expériences que je croise, qu'on est dans un moment, notamment depuis la période Covid, extraordinaire, au sens où il n'est pas habituel, mais aussi très singulier parce que on a beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à des défis sans précédent. Alors on a parlé à juste titre de l'innovation, vous parliez du sens, la question de qu'est-ce qui fait qu'on fait ensemble une société, c'est-à-dire c'est quoi le corps social de l'entreprise. Voilà. Je fais notamment des sondages, on a aujourd'hui presque 38% des salariés qui disent « je ne me sens plus appartenir à mon entreprise ». Donc j'y travaille, c'est pas uniquement une question de télétravail, hein, ça peut être des gens qui viennent sur un lieu de travail, mais leur tête est ailleurs d'une certaine manière. Et donc on est dans un moment extrêmement particulier où on a des entreprises et une partie des dirigeants d'entreprises qui ne savent plus trop comment faire en termes d'idées, d'innovation, de corps social d'entreprise, etc., etc. Et dans le même temps, et c'est ça qui est difficile à comprendre, et je pense que c'est pour ça qu'on est heureux d'être ici, et dans le même temps, on voit de plus en plus de méthodes qui sont des méthodes de court terme. Alors il y a bien sûr les méthodes financières qui sont du court-termisme absolu. Il y a des méthodes qui ont toute leur légitimité par ailleurs, hein. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie des choses, mais là qui me semble pas trop opérationnel. Les gens qui disent bon, on va faire du design thinking. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ça. Moi j'ai fait une journée de design thinking dans une entreprise. Bah, on fait des exercices de logique, des collages, etc. Tout ça est formidable. Mais enfin, il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun récit. Je vais même un peu plus loin, il n'y a aucune idée de ce qui se faisait avant. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Et a fortiori, il n'y a pas non plus l'idée de la vie des gens dans tout ça. Voilà. Donc ça, ce qu'on dit là aujourd'hui me semble fondamental en termes de perspective pour les entreprises. Et puis quand vous allez chez les gens, moi j'ai essayé de faire il y a quelques années un livre sur la crise de 2008, donc c'était il y a longtemps, pour voir comment les gens vivaient la crise de 2008. On parlait de Lehman Brothers, des subprimes, de la compétitivité de la France, etc. La plupart des gens, je parle des salariés, racontent leur vie dans l'entreprise. Ils disent ah ben voilà, moi j'étais tourneur-fraiseur et puis ça n'a pas marché et puis les gens n'ont pas compris ma vie, etc. La vie des gens, c'est pas ni les subprimes, ni la compétitivité, ni des concepts économiques agrégés. Voilà, la vie des gens, ce sont des parcours de vie. Et la vie des entreprises aussi. Et donc je crois en effet, pour répondre rapidement à votre question, qu'il y a là pas uniquement une opportunité, je me permets d'aller quasiment un peu plus loin, mais une nécessité, voire une urgence de retrouver cette dimension historique, ces parcours, pour plusieurs choses. Pour en effet, d'abord ne pas perdre les idées d'avant, ensuite avoir une considération pour les gens qui travaillent, qui ont travaillé, vous disiez très justement, on recrée l'entreprise, on fait une brasserie, on redémarre, on va retrouver la vie des gens d'avant. C'est formidable. La plupart aujourd'hui des pathologies qu'expriment de société, vous parlez de la société, c'est on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas respecté. Bon. Quand on fait la mémoire, ça je trouve c'est formidable, quand on travaille sur la mémoire, on écoute, on reconnaît, on respecte. Et ça est fondamental. Voilà. Alors, et ensuite, ça permet de travailler ensuite à qu'est-ce qu'on fait ensemble. Alors sur ce travail de mémoire, est-ce qu'on est 360 dans la collecte de la parole, on interroge sur tous les sujets, un peu comme Michelin, ou est-ce que vous préconisez des points d'accroche? Vous bossez par exemple pour la Massif sur le sujet du climat, et donc l'écriture d'un récit collectif sur le climat. J'ai vu aussi que vous aviez bossé sur, alors c'est marrant ça, j'aimerais que vous en disiez deux mots, pour la Fondation Jean Jaurès, sur le récit autour de la solitude et de l'amitié. La solitude et l'amitié. Alors, est-ce que c'est plus évident d'avoir un point d'accroche pour collecter du matériau de mémoire dans l'entreprise? Bien sûr. Alors, il y a le sujet innovation, qui est un sujet à part entière, qui est le sujet de comment on se souvient de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas marché dans le passé, etc. Ensuite, ce que vous évoquez là, c'est l'identité collective, une histoire collective, un récit. Ce qui est très important, je crois, c'est, d'ailleurs on l'a fait là, ce que Pierre Nora, l'historien, appelait des lieux de mémoire. C'est la première chose fondamentale, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui nous rassemble, c'est quoi ce qu'on a en souvenir en commun, en partage, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on le raconte. Voilà. La deuxième chose qui renvoie très bien à nos vies personnelles, c'est la vie de l'entreprise au sens, on a essayé de faire ça, ça n'a pas marché, nos ambitions, nos échecs, nos succès. C'est au fond un peu comme un film, quand vous allez un scénario de film, un script de film. Vous regardez un bon film, il y a une belle histoire, puis nos vies c'est souvent ça, quoi. Bon, on avance, puis il y a malheureusement des échecs, et puis tout d'un coup après ça redémarre, voilà. Et c'est quelque chose donc qui se raconte. Voilà. Et puis la troisième chose, et je crois Isabelle Pécou en a parlé très justement, nous sommes par ailleurs le lendemain du 6 juin,
ce sont les célébrations. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises, on ne célébrait jamais rien. Des entreprises, je ne veux pas injurier le passé, mais enfin, une entreprise qui a une cinquantaine d'années, on ne célébrait jamais rien. Mais dire, on a été créé en 1903, en 1906, etc., au niveau national, le 6 juin, on fait une grande célébration. Et cette célébration, elle raconte la vie des gens. Quand vous parlez du 6 juin 44, on voit les vétérans, voilà, ils sont là. Donc déjà, avoir, ne serait-ce que... T'es pas un vétéran, Mathieu. Hein. Ne serait-ce qu'avoir... C'est un autre sujet que l'innovation, une autre question. Mais sur cette question de qu'est-ce qui nous rassemble, la signature de nos activités, c'est relier ceux qui se dissocient entre nous. Voilà, de plus en plus de gens qui considèrent que... Donc c'est d'abord, je crois, des lieux de mémoire. C'est quoi les grands lieux qui ont jalonné notre mémoire dans notre esprit collectif. Ensuite... le récit au sens un peu scénario de film, les batailles, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, et puis enfin célébrer. On a fait une étude d'opinion auprès de dirigeants d'entreprise là sur est-ce que vous célébrez vos victoires. Alors on évoquait tout à l'heure, il y a parfois des dirigeants d'entreprise et ça se comprend tout à fait, qui sont un peu dans l'humilité, c'est très noble l'humilité, mais pour des gens qui travaillent tous les jours, c'est aussi important de se dire ah ben on a fait ça, c'était sympa. Bien sûr. Voilà. Bien Alors sûr. sans gloriole et sans bien sûr, bien entendu, mais enfin marquer le coup, boire un coup et se dire tiens on a fait quelque chose ensemble de sympa. Voilà. Est-ce que c'est pertinent de confier une démarche de mémoire à la DIRCOM? Parce que j'ai l'impression que c'est autre chose que de la com, ce travail de mémoire. Alors je ne sais pas ce qui est pertinent, puis je ne me permettrai pas de qualifier les élèves. Non, vous savez souvent ce qui se passe. Mais Voilà. c'est inévitablement un travail qui intéresse tout le monde. Ça intéresse les DIRCOM, bien sûr, ça intéresse les DRH, bien sûr, ça intéresse bien sûr la direction générale, mais enfin ça intéresse au premier chef les gens qui travaillent et qui ont travaillé. Ce que vous racontiez est formidable. Quelqu'un qui a 80 ans, le monsieur que j'ai vu qui a été tourneur-fraiseur, c'était la même chose, ça fait 20 ans qu'il avait arrêté. Mais ces gens qui racontent leur vie et qui ne sont plus dans l'entreprise, ils ont eu des histoires formidables à raconter. Donc, c'est par définition, quand je disais relier ceux qui se dissocient, voilà un trésor qui permet de relier des gens et de les fédérer. Dans un moment où on a des sociétés qui sont de plus en plus fragmentées. Donc c'est l'affaire de tout le monde, bien entendu. Les DIRCOM ont un rôle prépondérant, mais c'est aussi l'affaire des DRH, l'affaire des DG, et puis l'affaire de tout le monde dans l'entreprise, je crois. Est-ce que LinkedIn peut faire le taf? Oui et non. Alors oui, LinkedIn, reconnaissons-le, LinkedIn est un outil formidable. Parce que c'est ça un peu LinkedIn, c'est-à-dire on trouve des récits personnels. C'est-à-dire si vous remontez le fil de ce que les gens ont écrit, c'est un peu leur vie, voilà. Mais vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui agrège? LinkedIn n'agrège pas véritablement. C'est-à-dire vous allez trouver sur LinkedIn l'histoire de mes deux vénérables voisins, mais il n'y a pas, au fond, ou beaucoup plus rarement, sauf des entreprises qui le font de manière délibérée, une histoire collective. Ensuite, LinkedIn peut être utilisé comme un vecteur qui permet en effet de mettre en avant un récit collectif. Oui, très bien. Très bien. Donc, vous recommandez aussi qu'une entreprise qui a bien avancé dans son travail de mémoire peut à un moment ouvrir un compte, je ne sais pas, Mémoire Michelin, enfin, on va l'appeler autrement, hein, pour partager tout ça, quoi. Oui, alors bien entendu, mais tous les outils, enfin on parlait de célébration, puis les livres, ce qui a été projeté tout à l'heure est formidable, des livres voilà, qui sont des objets merveilleux et qui sont des objets de mémoire. Quoi de plus beau qu'un livre? On en parlait tout à l'heure, le digital a une dimension extrêmement fugace. Je ne sais pas si vous avez conservé des éléments digitaux d'il y a 10 ans, mais, enfin, mais même les photos, on a des milliers et des milliers de photos. On les regarde jamais. 10 ans plus tard, je ne sais pas si vous le faites vous, mais on fait des photos tous les jours et 10 ans plus tard. On les regarde jamais. Alors que l'objet matériel, bien sûr. Eh ben, on le garde. Alors c'est un peu contre-intuitif, mais ça a une vertu. On a 3-4 écrivains d'entreprise là dans notre région qui bossent sur vos ouvrages, hein, Gilles, qui sont pertinents là-dessus. Alain Berger, directeur général et cofondateur du cabinet Ardence. Donc vous êtes une société de conseil en management de connaissances, l'ingénierie de la connaissance. Ça c'est intéressant pour l'entreprise. Ça se vend ça du coup. J'ai commencé, c'est ma première carte de visite, ingénieur de la connaissance. Bon, ouais. C'était en 1985. Vous savez, on est à l'heure de l'IA générative. Alors, Radouane a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure, et on parle de livres. Tout à l'heure, il y avait une image avec un livre où c'était marqué « Mémoire des entreprises ». Et là, on vient de dire, c'est bien, c'est un objet physique, et le digital est fugace. Ben non, le digital est vivant. Et je ne pense pas que LinkedIn soit un bon vecteur pour autant. Moi, mes clients, c'est des gens qui sont parano. Ils ont raison d'être parano parce que c'est pour notre sécurité. Donc si on veut travailler, il faut aussi des gens qui s'occupent de notre défense. Donc
la mémoire, chez nous, c'est la connaissance, c'est l'expertise. C'est pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qui justifie le geste? Alors, le geste, on a parlé du tourneur. Ça, c'est une discipline, ça, le geste. Ah bah oui. Je veux dire que moi, ma première société, c'était une filiale de Framatome. J'ai quitté Framatome en 1994. Et là, ils ont galéré un petit peu pour finir Flamanville. Ils sont passés où, ceux qui ont pris des décisions à supprimer des métallos, des fondeurs? Ils sont passés où, ce savoir-faire? Vous savez, la puissance d'une chaîne, c'est la capacité du plus faible de ses maillons. Et dans une entreprise, il n'y a pas de maillon faible. Bon, les petites entreprises qui existent, donc là, nous, on n'en est qu'au quart de siècle à la fin de l'année, on va le célébrer. Il y a des sociétés qui sont plus que centenaires. Les sociétés qui ont une mémoire sur ce qu'elles ont fait, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Parce que c'est remarquable d'un point de vue technique, économique et humain. La première fois que je suis venu ici, c'était parce que j'étais dans un cadre où on parlait de RH, d'expertise. C'était dans le monde de l'automobile. Le monde de l'automobile, au niveau éthique, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, à mon sens. Alors, je suis venu ici, dans cette salle, et puis on parlait de savoir. Mais le savoir aujourd'hui, dans ce monde-là, par exemple, on est en train de perdre une expertise sur le thermique. On essaye d'en construire une sur l'électrique. Mais demain, c'est du thermique qui va revenir. Il sera où ce savoir-là? Le patron de l'usine de Renault Douai dit exactement ça, quoi. Ben voilà. Je dois former tous mes mecs à l'électrique et je vais perdre le savoir de 70 ans de thermique. Et figurez-vous qu'en ce qui nous concerne, nous on travaille avec deux catégories de structures. Des structures familiales, parce qu'elles ont un patrimoine. C'est des exemples comme Michelin. Nous, alors on travaillait chez Michelin, en particulier au centre de recherche à Ladoux, parce que, vous savez, le pneumatique, c'est pas du caoutchouc d'abord, c'est d'abord de l'acier. Et vous avez des termes de la cordellerie dans vos pneus. Mais les machines qui tressent l'acier, c'est des machines absolument diaboliques. Et vous avez des experts pour fabriquer ces machines-là. Ça ne s'apprend pas. Et c'est normal que le général de Gaulle n'ait pas eu à voir ces machines. Mais c'est normal. Vous ne croyez pas que lorsque vous faites visiter des usines à des Chinois... Ariane, vous, je crois. Entre autres, oui. Oui, alors Ariane, voilà, c'est joli comme exemple. D'ailleurs, certains disent que le Ariane 6 va partir le 9. Un scoop, elle devrait partir le 2, mais c'est juste pour montrer qu'on fait mieux que Boeing. Ariane, ils font deux types de lanceurs. Ils font des lanceurs civils. Alors ça, on peut en parler. Ils font des lanceurs militaires. M51. Très, très beau produit. Très, très beau produit. Bon, alors on n'en vend pas beaucoup parce que c'est que pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Mais c'est un vrai savoir. Mais vous vous rendez compte le nombre de disciplines qu'il faut pour lancer quelque chose? Savoir calculer sa trajectoire, mais faire que ça n'explose pas en vol. Et si ça explose en vol, vous avez des experts qui s'appellent la sauvegarde en vol pour faire que les débris ne retombent pas sur des personnes, etc. Mmh. Donc vous avez tout un ensemble d'expertises, et ces expertises sont des expertises scientifiques, et ce sont des gens qui n'ont pas le temps de se parler, parce que les experts, ils sont rares, mais ils sont super sous pression, ils n'ont jamais le temps. Est-ce que vous avez une idée du nombre de jours disponibles d'un expert pour partager sa mémoire, partager son savoir dans une année? Allez, je vous aide. Dans une boîte? Dans une boîte, il y a 219 jours pour travailler. Oui. Et il y a combien de jours pour un expert un petit peu beaucoup dispo? Si vous posez la question. Ah ouais, ouais. Il y en a 10. Ah ouais. 10, c'est des sociétés comme Michelin, ils arrivent à en réserver 10. Hein. Mais quand vous en avez 10, faut les préparer longtemps à l'avance. Quand vous avez une boîte de 20 collaborateurs
qui a 120 ans d'existence, est-ce qu'on peut dégager 10 jours? Tiens, vous écoutez, c'est une question que je vous pose tous les deux. J'entends là dans ce que vous nous dites de la nécessité d'approfondir les sujets. Il ne faut pas les survoler. Cette matière de mémoire. Mais c'est un truc qui n'arrive pas à la dernière minute. Oui, mais on n'est pas dans une civilisation de l'approfondissement. On survole là aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des domaines où on ne survole pas. Moi, si vous voulez, le nucléaire civil et le nucléaire militaire, ça fait quand même une quarantaine d'années que je suis dedans, bientôt. Heureusement qu'il y a des gens qui sont sérieux dans cette discipline-là. On n'est pas dans le buzz et dans le TikTok. Là. On en est des choses. On est dans des réseaux qui sont privés, qui sont sécurisés. Et il faut qu'il y ait une mémoire d'entreprise. Il faut qu'on sache pourquoi on s'arrête un moment. Il faut capturer. Tout à l'heure, on a utilisé le terme de capitaliser. Capitaliser, je rappelle, c'est vous avez un capital, vous générez des intérêts par rapport à ce capital, et puis vous faites le nécessaire pour que ces intérêts redeviennent une partie du capital qui permettra. La mémoire d'une entreprise, ça doit être ça. Bien sûr. Alain ? Non, non, pardon, excusez-moi. Oui, Alain, François. Non, François, mais on peut. Je sais pas. Oui, c'est ça. Hein. Non, François. Oui, François. On est prêt. François. Les étiquettes. Peu importe. Oui, non. C'est un problème aujourd'hui avec les noms. Sur l'approfondissement, je me semble que je vous apporter là aussi quelque chose qui est fondamental. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin, alors de nos histoires d'entreprise, certes, mais enfin d'histoire tout court, de géographie, de philosophie, et l'approfondissement est probablement plus que jamais nécessaire pour des entreprises, mais y compris pour des entreprises et peut-être surtout engagées dans le court terme. Parce que dans le contexte de turbulence, on pourrait en parler pendant des heures, mais que l'on connaît aujourd'hui, si vous ne faites pas un pas de côté d'approfondissement précisément, vous êtes dans la gestion quotidienne de l'immédiat. Voilà. Et c'est le risque, à mon avis. Et donc tout ce qu'on dit là, c'est pour ça que c'est si précieux, je pense. On a besoin plus que jamais peut-être d'humanité, pour faire d'humanité au sens des sciences humaines, pour faire du business. Je crois probablement plus que jamais. Ça s'est fait pendant longtemps. On a beaucoup d'entreprises qui le font encore, mais ça se perd. Ça se perd pas pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il y a des résultats trimestriels, etc., etc. Mais on est dans un univers où les sociétés changent, où le monde change, où les cultures changent et où on a du mal à rassembler des gens. Donc pour ça, on a besoin, je crois, même de philosophes. On a besoin de philosophes, d'historiens, de sociologues, de gens qui font un pas de côté d'approfondissement, bien sûr avec les entreprises, pour pouvoir en effet prendre des décisions qui puissent être un petit peu originales et probablement un peu plus, qui puissent avoir une longueur d'avance. Mais donc ça, c'est ce que vous dites, c'est un message important pour le monde de l'enseignement et enseignement supérieur. Ma fille, elle est en quatrième année de pharma, elle a 27 modules à réviser, mais elle n'approfondit rien. Donc elle n'aura pas cette posture de l'approfondissement qui est plus que jamais nécessaire. Vous venez de nous le prouver tous les deux. Mais il y a un mystère, alors il y a beaucoup de mystères français. Il y a notamment celui-là qui est cette histoire de césure, beaucoup plus importante qu'aux États-Unis notamment, entre le monde académique. Alors j'ai l'impression que ça s'améliore un peu, et les entreprises. Vous êtes optimiste. Hein. Sur l'amélioration. Mais non, mais c'est pas ça. Essayez d'écrire un article quand vous êtes industriel sur un secteur sensible et le présenter, c'est la prouesse qu'on a réussi à faire avec Technicatom, là, mais c'est extrêmement difficile. Et donc, justement, est-ce que les gens ont déjà mesuré combien ça leur coûte d'avoir perdu la mémoire? Les entreprises, par exemple, vous avez le CEA, la direction des applications militaires, ils ont fermé un centre. Eh bien, on a eu un super allié après, parce que il a constaté qu'il avait fallu 10 ans pour reconstituer sur le nouveau site l'expertise qu'ils avaient lâchée. D'accord. Et donc, ça a un coût. Bien sûr. C'est un vrai coût. Voilà. Dernière question à Michel Téquins. À quoi servent ces musées aux industriels de notre région? J'aimerais, parce que je connais, prendre l'exemple du musée de Caudry, qui a été certainement le signal du renouveau de l'industrie dentellière là, dans ce coin-là. À quoi ça sert aux industriels? Alors, je reviens juste un instant. Vas-y. Très courte, en effet. Je pense que le problème de la mémoire de l'entreprise, c'est le temps que l'entreprise peut y consacrer, en effet, dans la turbulence, dans la production, etc. Enfin, tout ce que l'on connaît mieux. Et donc, je pense qu'on n'a pas encore assez défini l'importance, en effet, de la mémoire de l'entreprise
finalement, non pas même, j'allais dire pour son développement, mais déjà aussi pour sa sauvegarde. Et ça, c'est important, ça sera l'objet des cours de Dauphine, je pense, c'est important. En effet, alors je ne vais pas dire que les musées, c'est quand même notre ADN, mais les musées vont sauver l'industrie, ça serait un peu trop pompeux, mais le musée ou la collection a un rôle important, en effet, pour sensibiliser l'entreprise, pour que l'entreprise voit dans le musée, alors j'aime pas le terme, mais au moins c'est explicite, une sorte de vitrine, de showroom, en effet, pour que, en tout cas, l'entreprise, le chef d'entreprise et toute son équipe entrent dans le musée et y puisent, en effet, son histoire. Il ne faut jamais oublier, on le dit jamais, pourtant c'est une évidence même, l'entreprise fabrique, vous fabriquez le patrimoine de demain. La bière René, la bière Camille, elle se retrouvera dans une vitrine demain. Je reviens sur, j'ai pas oublié Caudry. Caudry, il y a un musée de la dentelle, en effet. Il y a aussi la cité de la dentelle à Calais, j'oublie pas. Il y a Fourmi, également dans le textile, etc., etc. À Caudry, il y a un musée classique, mais qui a aussi, par sa directrice, compris qu'elle devait travailler avec les entreprises, les dernières de dentelle de Caudry. Et il y a une petite entreprise à Caudry, Sophie Hallett. Sophie Hallett, elle est connue dans le monde entier parce que... Kate Middleton. Voilà, la robe de mariée de Kate... Enfin, ils n'ont pas fourni la robe, ils ont fourni la dentelle pour la robe de mariée. Ça a été une propulsion, ça fait partie de leur histoire. Eh bien, il y a le créa que j'ai rencontré il y a quelques années là-bas. Il a sa table numérique pour créer chaque nouvelle saison, etc. Et puis il me dit, mais chaque saison, je puise dans mon matériel, dans mon histoire. Alors là, c'est pas dans le musée, mais c'est dans une partie dans l'entreprise. En fait, ils ont gardé tous les recueils aquarellés, dessinés des saisons depuis le 19e. Et il me disait simplement, mais je n'invente rien, je remodèle des choses et je vais puiser dans notre histoire pour innover. Pour innover. Et ça devrait être le cas pour tous ces musées autour, en effet, des transports. Quel merveilleux outil pour tous les musées du transport. Il y en a beaucoup ici sur la région, l'aéronautique, bien sûr, en Picardie, les transports maritimes, etc., pour parler de sujets de société d'aujourd'hui sur la mobilité douce, etc. Bien sûr. Voilà. Musée portuaire de Dunkerque. Il y a tout un étage sur les mobilités douces. Après 3 étages qui racontent l'histoire du port. Exactement. Et des armateurs. Et je voudrais juste très terminer vite, 10 secondes, parce que je prends 3 questions et on conclut. 5 secondes même. Il y a des entreprises qui comprennent. Hein, et en effet, on dit souvent, je suis du Nord, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça change, en effet, parce que les chefs d'entreprise et les équipes se renouvellent, etc. Et il y a des entreprises qui ont très bien compris cette importance du patrimoine. On parlait, François et Frédéric de Momotte parlait tout à l'heure de la bière, etc. Mais ils ont utilisé, et ils utilisent l'histoire pour du marketing et dans tous les sens du terme, parce que vous citiez, alors, j'espère que je ne vais pas me tromper, René, 6e génération. Il y en a une nouvelle qui sort, avec Émile, un autre prénom. Henri. Et Émile, voilà. Mais le patron a sa bière et je dirais le salarié a sa bière. Et ils n'ont pas oublié en plus Camille, 5e génération. Et au même prix. Avec voilà. Il y a aussi des femmes dans la brasserie. Alors, 2-3 interventions, puis dites-nous si vous en avez envie, quoi. Et on conclut avec Anne Kiefer. Bonjour, je suis Clément, je travaille à l'Institut national de l'audiovisuel et nous, on travaille sur la mémoire depuis un petit moment. C'est les archives des années 50-60, la télé, la radio. Et donc, forcément, ça apporte de la valeur à vos entreprises, quoi. Travailler sur la mémoire, créer la mémoire de demain, c'est vraiment fondamental. Si vous voulez, nous, pour les années 50-60, quand l'archivage a commencé à la télé française, pour vous donner un exemple,
les micro-trottoirs, c'était vraiment la matière pauvre du journalisme. Hein. Jean-Michel, tu confirmes. On en voit beaucoup les stagiaires faire des micro-trottoirs, interviewer l'homme de la rue. Et en fait, ça fait de l'or aujourd'hui, quoi. C'est ce que les gens adorent. Et on voit la parole du citoyen. Et c'est comme la parole de l'ouvrier qu'on va retrouver dans les usines dans les années 50-60. C'est fondamental et c'est ce qui va apporter de la valeur, de l'inspiration. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Bonne journée. Merci. Martine. Oui, je voulais rebondir tout à l'heure sur l'histoire des entreprises. On regarde aujourd'hui la publicité que Leroy Merlin est en train de mettre en place autour de l'histoire de Monsieur Merlin et de Madame Leroy, ou le contraire, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc, on s'aperçoit qu'à partir d'une histoire de famille, donc ils ont été rechercher ils en font une publicité pour attirer les gens. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Et nous, c'est vraiment les musées. La Redoute, tout à l'heure, Michel évoquait la Redoute. Va pêcher pour faire les nouveaux modèles dans les vieux catalogues des archives de la Redoute. Donc, c'est important que la mémoire et l'histoire restent et puissent servir justement à la promotion des entreprises. Oui, je voulais rebondir sur une question que vous avez posée. Quand vous avez posé la question, qui doit prendre en charge finalement la mémoire d'entreprise ? Eh bien, j'ai envie de vous interpeller. Je pense que c'est de notre responsabilité de dirigeants d'entreprise d'impulser la mémoire au sein de vos entreprises, quelle que soit la taille. Et là, je me place non pas en tant que directrice générale de l'Observatoire, mais du groupe de protection sociale B2V. Je pense que c'est vraiment à nous de le faire. Et après, effectivement, de trouver la personne ou les personnes, si vous avez des moyens plus importants en fonction de la taille, qui s'en occupera. Mais si c'est pas impulsé par la direction générale, ça ne prendra pas. Et je pense qu'après, il y a une vraie fierté de vos collaborateurs de connaître cette histoire d'entreprise ou de pouvoir transmettre donc cette mémoire d'entreprise. Et je pense que c'est très valorisant. Voilà. Alors, je voudrais lancer un dernier point parce qu'on a tous, et moi la première, je ne suis pas dans une grande entreprise, 350 salariés, c'est pas la grande entreprise, mais je pense qu'il est vraiment, il pourrait être intéressant parce que vous allez me dire, oui, mais on n'a pas nécessairement les moyens. Nous, on est rivés sur le futur, c'est normal. Hein. Même si le passé c'est important, vous êtes dans votre quotidien. Je pense qu'il y a peut-être les comités histoire. J'ai été quand même très interpellée par le sondage qui a été réalisé à l'IFOP. Et ces comités histoire, vous allez dire, oui, dans une grande entreprise, c'est super. On peut consacrer des personnes à s'occuper et à gérer un comité histoire. Mais pourquoi pas faire un comité histoire par filière ? Voilà. Sur un territoire. Pour vous permettre ensuite finalement de consacrer un petit bout de collaborateur qui pourra participer à un comité histoire avec d'autres dans la même filière que la vôtre pour réfléchir. Et c'est cette enquête qui m'a donné cette idée-là. Alors, bon, vous voyez, on avance en marchant avec Anne et avec les collaborateurs qui travaillent à l'Observatoire. Ben, je voulais la partager avec vous et peut-être y réfléchir un jour avec vous. Pourquoi pas ? On n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens à consacrer à la mémoire d'entreprise, mais on pourrait peut-être participer à un comité d'histoire avec d'autres. Voilà. Arnaud, ça. Il acquiesce là. Monsieur, dernière intervention. Je peux me permettre une question un peu provocante ? Comment est-ce qu'on récolte la parole qui fâche ? Il y a quelques années, on a été interrogé des gens qui ont travaillé jadis chez Ferrodo, qui est devenu ensuite Valeo. Et autant la parole de gens qui ont travaillé chez Ferrodo peuvent nous parler de choses absolument passionnantes sur la perruque, par exemple, le sport national de l'époque, et des trucs assez passionnants. En revanche, ceux qui ont vécu la période Noël Goutard, De Benedetti, etc. chez Valeo nous racontent, quand ils veulent nous raconter des choses, parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts à nous raconter beaucoup de choses, ils nous racontent des choses qui fâchent, des maltraitances, de la malveillance, des patrons qui sont très 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 loin du Édouard ou du François Michelin qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Et c'est une question vraiment que je me pose et que je pose ici. Il y a aussi la parole qui fâche qu'on souhaite collecter, la mémoire qui fâche, c'est-à-dire la métaphore de la mémoire, elle est puissante. Hein. Il y a aussi des bouts de mémoire qu'on souhaite effacer, qu'on ne souhaite pas conserver. Et comment est-ce que cette expression, on l'autorise, on la permet, on la collecte, et comment est-ce qu'on en tire quelque chose d'ailleurs ? C'est une magnifique question, parce que il y a une part de... Oui, très vite, parce qu'il faut qu'on aille manger. Vous entendez depuis tout à l'heure.
Il y a énormément de non-dits dans les entreprises et beaucoup d'entreprises ne savent pas comment faire avec ce non-dit. Voilà. Donc il y a deux, pour être très très vite, je crois qu'il y a deux types de paroles qui fâchent. Il y a les paroles qui fâchent que vous évoquez là, qui sont des paroles très douloureuses, d'agression, d'atteinte aux personnes, etc., etc. Je ne sais pas comment on fait. Je pense que soit dans l'entreprise, soit à côté de l'entreprise, on a besoin de personnes qui écoutent et qui soient capables, alors quand il y a vraiment des cas très graves, de répercuter et puis de prendre les mesures nécessaires. Mais en tout cas, au moins, avoir un lieu ou une personne, un rôle, quelqu'un à qui on puisse parler. C'est très général, mais je pense qu'il y a au moins besoin de cette expression. Et puis après, il y a la parole qui fâche, qui est heureusement, j'espère, plus fréquente, qui est la parole du désaccord. On a fait ça, moi j'étais pas d'accord. Et je pense qu'il faut l'entendre aussi, cette parole-là. C'est normal. Je ne connais pas d'entreprise où tout le monde soit 100% aligné en vénération devant un directeur ou une directrice générale. Je crois que ça n'existe pas. Et quand on refait l'histoire, c'est peut-être bien de se dire aussi, voilà, Martine, peut-être pas nécessairement Aubry, mais enfin une autre Martine, Pierre, Paul-Jacques, etc., ont eu des paroles dissonantes et c'était légitime. Et à ce moment-là, c'était bien d'avoir plusieurs voix. C'est la vie. C'est la vie. Et je crois que cette vie-là, quand elle n'est pas, bien entendu, tragique ou agressive envers les personnes, il faut pouvoir... Ah, j'ai parlé trop longtemps, pardon. Non, c'est bien, mais c'est passionnant, mais il faut qu'on... Alors, juste pour compléter, dans la partie expertise... Oui, pardon. Il y a quelque chose qui me paraît important. Je suis Pauline Leclerc, donc de Perles d'Histoire. C'est qu'effectivement, cette parole, et nous, auprès des entreprises, on a régulièrement des entreprises qui nous disent « mais comment est-ce qu'on va faire pour parler de ce sujet ?» ou « est-ce qu'on peut aller dans une démarche d'histoire alors qu'en fait, on sait qu'on a des sujets explosifs et dans l'histoire, on a tous nos bombes ?» Eh bien, je pense que c'est important de dire aussi à chacune des entreprises « vous pouvez le faire en interne ». Et l'historien peut jouer ce rôle de catharsis dont vous parlez, d'écoute, de reconnaissance de la personne, de reconnaissance de ce qu'elle a vécu au sein de l'entreprise, pour l'entreprise elle-même. Et on se posait la question de l'interne et de l'externe. Et donc, voilà, quand un patron a fait une croissance extraordinaire de son entreprise, mais parfois avec certaines choses qui peuvent être considérées aujourd'hui comme étant peut-être du capitalisme sauvage, c'est quand même intéressant pour l'entreprise elle-même de garder cette histoire. Donc voilà, il peut y avoir plein de sujets, des histoires sociales, des histoires de superbe innovation qui se sont avérées dangereuses. Valeo, malheureusement, on a aussi une expérience avec l'amiante, des histoires aussi liées à la grande histoire. Qu'est-ce qu'on fait la Seconde Guerre mondiale? Il y en a plusieurs qui ont envie de mettre le chapeau dessus. Donc il y a plusieurs sujets, les sujets écologiques. Pendant des années, on a pollué, mais voilà, c'était les pratiques, on ne faisait pas attention. Voilà, toutes ces choses-là qui, remises dans leur contexte, qui adressaient véritablement... Nous, on a fait un travail de recherche pour une entreprise qui avait peur d'avoir participé à l'esclavage. Donc là, on remonte très loin. Mais donc, on y va, on regarde les choses en face, on étudie, on fait un travail d'historien, on va dans les cales des bateaux, voilà, et puis on dit ce qu'on peut pour l'interne, qui permet ensuite de prendre la parole, si on le souhaite en externe ou pas.